Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande BFM interview. Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Ça y est, on est. Bonsoir Dominique Schelcher. Bonsoir Edwige Chevrillon. Vous êtes président de la coopérative U. Jusqu'à peu, vous étiez président de Système U. Coopérative U, ça fait mieux, ça fait plus près des agriculteurs? C'est pas du tout ça, c'est qu'on assume complètement ce qu'on est depuis 1894, le premier jour. Ça fait 130 ans qu'on est une coopérative, on n'a jamais osé le dire. Et un de mes prédécesseurs dans les années 80 a inventé ce mot système pour regrouper l'ensemble de nos enseignes. Mais voilà, c'était 13 années 80 et on avait envie juste d'assumer qui on est. On est une coopérative, on est des gens qui fonctionnent différemment. Il n'y a pas d'actionnaire à l'autre bout du monde. On est en proximité, on est décentralisé, ça c'est très important. Et donc on l'assume et on le dit aux gens. Voilà, donc ça y est, on l'a dit, je l'ai dit. On reviendra du reste sur le modèle de la grande distribution, Oui. parce qu'on voit bien que le modèle tel qu'il existe aujourd'hui ne fonctionne plus, enfin du moins certains modèles, et que la grande distribution peut connaître quelques difficultés. On a déjà connu évidemment il y a quelques mois avec la chute de Casino. C'est la rentrée des classes aujourd'hui. Oui. Est-ce que c'est une rentrée scolaire, une rentrée tout court, sous pression du pouvoir d'achat, Dominique Schelcher? Comment ça s'est passé? Les Français restent sous pression du pouvoir d'achat, mais ce qui est très intéressant, je viens, avant de venir vous voir, de recevoir une étude qui dit que le moral des Français par rapport à la rentrée il y a un an va mieux sur sérénité et sur confiance. Alors c'est pas non plus spectaculaire, il y a encore des choses négatives, mais ça va beaucoup mieux, la courbe s'est vraiment inversée. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens voient quand même que l'inflation ralentit, cette fameuse hyperinflation est derrière nous, même si les prix commencent à baisser légèrement, sensiblement, ils voient bien que ça va un peu mieux, et je pense qu'il y a un effet JO dans leur tête. Donc pour répondre à votre... Un effet JO? Oui, un effet JO. Enfin. Bah oui, c'est-à-dire qu'il y a ce projet qui était longtemps discuté, etc., qui arrive, qui se vit bien. Les Français passent un moment formidable autour de la victoire de nos athlètes, etc. Je pense que ça semet une petite graine et que dans ce sondage, quelque part, ça le retraduit. Et j'espère que cet esprit, on va dire, olympique, va perdurer un peu. Est-ce que c'est aussi peut-être parce que il y a eu quand même l'effet olympique, donc ça c'est un point important, surtout si ça se vient vérifier dans une étude que vous avez reçue juste avant de rentrer là en studio, mais sur aussi peut-être le fait que l'inflation baisse, ça joue beaucoup, même si ça ne se traduit pas encore dans les prix. Oui, absolument. C'est ce que je disais à l'instant. Je pense que ça joue parce que, encore aux récentes élections législatives, le sujet numéro 1 de préoccupation, c'était le pouvoir d'achat. Il le reste, mais ils sentent que ça va un peu mieux. Et un excellent exemple, on en parle souvent avec vous ici sur ce plateau, c'est le carburant. Le carburant est au plus bas depuis janvier 2024. Donc ça, ils le voient aussi. Le plein coûte moins cher. Donc c'est une petite série de bonnes nouvelles, même si tout n'est pas parfait. Donc ça leur fait du bien. Ils le traduisent quand ils le disent. Juste, on reviendra sur la question du carburant avec quand même ce coup de bluff, coup de pub, comme vous voulez, de Total Energy. Vous nous direz ce que vous en pensez. Parce que c'est une grosse annonce de Patrick Pouyanné sur BFM TV, alors que au moment où les prix du carburant baissent, donc ça fait un petit peu bizarre. On a envie de lui dire, vous savez, le prix du pétrole, il a baissé. Mais ça, c'est encore un autre débat. Sur les prix dans vos magasins, qu'est-ce qui a baissé? Parce qu'on a bien vu que les Français, ils achètent de moins en moins tout ce qui est un tout petit peu superfétatoire par rapport à leurs premiers besoins. Ils vont complètement à l'essentiel et donc par exemple tout ce qui est non alimentaire, bazar, textile, qui n'est pas nécessaire au quotidien, ils le laissent tomber. Par contre, qu'est-ce qui baisse? La rentrée des classes. Chez nous, environ 2% en moyenne aux produits de moins, grâce notamment à une forte baisse sur tout ce qui était le papier cette année. Le papier était monté très fort, il a baissé significativement cette année. Les cahiers scolaires sont moins chers que... Voilà, les cahiers sont très nettement moins chers, quasiment à 2 chiffres. Ensuite, tout ce qui baisse, c'est les produits de droguerie, parfumerie, hygiène, qui étaient montés assez haut. Pareil, le papier WC, le papier essuie-tout, tout ça est en baisse. Et après, sur l'alimentaire, c'est un peu moins spectaculaire, mais je vous assure que depuis le mois de mai, et je l'ai encore fait samedi dans mon magasin pour répercussion cette semaine, les prix baissent sur l'alimentaire, les produits frais, l'épicerie, ça baisse. Votre magasin à Fessenheim, comme on absolument, le sait absolument. Le célèbre système U de Fessenheim. Est-ce que c'est peut-être aussi
les effets de la loi de Creusot, non, sur tout ce qui est hygiène, beauté, le fait que ça baisse, non, finalement. Sur l'hygiène beauté. Sur l'hygiène beauté, c'était notre engagement. Il y a un peu moins de promos. Par contre, on baisse les prix au quotidien sur l'ensemble des produits. Donc, c'est vrai, il y a eu aussi cet effet-là. Mais en plus de bonnes négociations qui ont permis de baisser les prix. Oui, donc quand même, la loi de Creusot, elle a quand même finalement servi à quelque chose. Elle a servi à... On sent que ça, vous avez du mal à le dire, Dominique Schelcher, parce que c'est vraiment la bête noire des grands distributeurs. Oui, elle a servi à ça, mais elle a aussi parfois compliqué certains éléments de la négociation commerciale avec les très grands industriels. La transparence n'est pas tout à fait au rendez-vous. Et d'ailleurs, avant l'été, on discutait avec les parlementaires, avec plusieurs de leurs représentants, sur comment améliorer et faire, alors je ne sais pas si c'était un Egalim 4 ou en tout cas une amélioration de certains éléments pour être encore plus pertinent. Et ça, malheureusement, la situation politique actuelle a tout coupé. Et la grande question que j'ai en tant que distributeur ce soir sur votre plateau, c'est à quelles conditions vont être mangées les prochaines négociations commerciales? Y aura-t-il encore du changement? On se pose des questions sur les dates, etc. On n'a pas la réponse aujourd'hui. Oui, mais pourtant les négos commerciales, elles doivent commencer mi-novembre. Comment vont-elles se dérouler? Je faisais un débat dans le cadre de la REF entre Thierry Cotillard, vice-président de la FCD, et Arnaud Rousseau, et Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA. Ce qu'il disait, c'est qu'en fait, il fallait 2 dates butoirs, on va revenir là-dessus. Oui. Et surtout, il disait, on a besoin d'une loi Egalim. Juste un problème, c'est que avant, on passait notre temps à Bercy. Maintenant, on ne le fait plus, donc ça fait des vacances. Mais du coup, rien ne peut se passer de nouveau. Donc, ça veut dire que vous allez passer ces négociations commerciales. On repart un an en arrière, quoi. Ouais, Tout ce qui s'est passé avant, ça sert à rien. Tout à fait, de la même façon que l'année dernière. Et dans le débat que vous avez animé, il y a une proposition qui a été réévoquée, mais que nous, on abordait dans les propositions faites aux parlementaires avant l'été. Cette proposition, elle est sur la table depuis plusieurs mois. C'est que les négociations s'organisent en 2 actes. Premier acte, entre les industriels et les agriculteurs, où on négocie les grandes matières premières agricoles avec un contrat. Et deuxième acte, ces industriels forts de ce contrat-là viennent nous voir et nous disent, voilà, j'ai signé avec l'agriculteur, ça, selon la loi Egalim, vous ne pouvez pas le négocier, acceptez mon prix. Et nous, on adorerait pouvoir discuter dans ces conditions-là. On soutient cette mesure. J'ai juste un bémol. Mettons de côté les PME parce que le boulot administratif, c'est parfois compliqué pour elles. Il faudrait faire ça pour les très grandes entreprises, grosses acheteuses de blé, grosses acheteuses de lait, d'autres céréales, etc. Ce serait une excellente idée. Oui, d'abord, est-ce que ça a avancé? Parce que là, lors de ce débat, c'était mardi dernier, ils se sont dit banco, t'as mon 06, j'ai ton 06, on sait qu'en ce moment, c'est pour la FNSEA, il y a beaucoup de choses à faire. Mais le rendez-vous d'être pris... là, c'est une semaine. Il a été pris, vous savez, ou pas? Il y a 2 problèmes. Le premier, c'est que les industriels sont vent debout contre cette disposition et n'en voudront jamais et donc se battent déjà contre, ça c'est clair, ils l'ont dit, ils n'en veulent pas, alors que vraiment ça faciliterait la vie et vous voyez bien qu'il y a plusieurs acteurs, les agriculteurs, les distributeurs qui le demandent. Et ensuite, non, j'ai pas entendu que le rendez-vous ait été pris. C'est très compliqué en ce moment. On a des ministres démissionnaires en face de nous. Tout le monde est à l'affût du nouveau gouvernement. Donc, il faut attendre, je pense, pour ces décisions-là, le prochain gouvernement. Et vous voulez un ministre du Commerce? Non, pas de l'agriculture, oui, mais du commerce aussi. Mais bien sûr, ça, ce sera notre petit point de vigilance. On sait qu'on aura un ministre de l'économie, il y aura un ministre de l'agriculture. Parfois, dans les gouvernements passés, il n'y avait pas toujours de ministre ni du commerce, ni des PME. Donc ça... il faut absolument qu'il y ait un ministre du Commerce. C'est trop important dans l'économie française. Est-ce que on voit bien même au sein de la fédération, de votre fédération, donc de la distribution, du commerce et de la distribution, il y a des positions très différentes, voire divergentes, et avec votre modèle de la grande distribution, on voit qu'il a été quand même assez mis à mal. On a vu la chute de Casino qui finalement arrive à survivre. Et encore, je ne sais pas, vous me direz peut-être ce que vous en pensez, grâce à des Monoprix par exemple. Il y a Auchan qui est très fragilisé, Carrefour qui change aussi un peu de modèle. Comment est-ce que vous analysez ça? Est-ce que la grande distribution est fragile en ce moment? Alors, attention, vous avez dit plusieurs choses. La fédération, déjà, ce qui est important, on est tous unis aujourd'hui sous la bannière de la fédération. À part Lidl, on est tous présents.
Bien sûr qu'on est concurrent et qu'on le reste et qu'on se bagarre tous les jours. Mais sur les grands sujets qui nous concernent tous, on sait aujourd'hui s'unir et se battre ensemble. Et c'est la grande leçon, on va dire, de la défaite de la négociation sur la loi Descrozaille qui nous a conduit à ça. On est tous ensemble et tous unis. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, sur un marché qui est difficile, pourquoi le marché est difficile? Ce marché a fait moins 1,6% en volume au premier semestre 2024. Sur ce marché qui est difficile, tout le monde ne se porte pas mal. Et donc les 3 indépendants, et particulièrement notre coopérative, se portent bien. Donc oui, le marché peut être difficile, mais sur tout marché, il y a des acteurs qui se portent bien parce qu'ils font le job, parce qu'ils écoutent les clients, parce qu'ils investissent, parce qu'ils restent connectés au terrain et à leurs clients. Et ceux qui ont parfois plus de mal, ce sont des gens, notamment, qui se sont éloignés du prix, parce qu'on a dit tout à l'heure, première préoccupation, pouvoir d'achat et des investissements. Okay. Donc là, on voit Michel-Édouard Leclerc, enfin le centre Leclerc, ça fonctionne. Système U, ça fonctionne. Ouais. Vous avez connu un très bon premier semestre, je crois. Très bon premier semestre. Très bon premier semestre, vous nous le confirmez. Merci de l'info. Et en même temps, de l'autre côté, vous avez, donc je le disais, Casino, Auchan et Carrefour, où c'est beaucoup plus difficile. Absolument, mais vous avez raison. Donc vous en déduisez quoi? On se retrouve dans un an, qu'est-ce qui se passe? Non, il y a cette dichotomie. Maintenant, il y a une reprise. Indépendant qui est oui, le modèle indépendant est gagnant. 400 magasins ont été repris, soit par Intermarché, soit par Auchan, soit un peu par Carrefour. Il faut voir comment tout ça se stabilise. Ma conviction, c'est que dans quelques temps, il y aura un deuxième, peut-être un troisième tour. C'est-à-dire qu'il y a des magasins qui vont être revendus. Ils vont pas tous performer du premier coup tout de suite, etc. Et peut-être qu'à gauche, à droite, il y a des éponges qui vont être jetées et je pense qu'il y aura des magasins à racheter. Et là, on analysera et on regardera et on fera des choses. Mais nous n'avons pas non plus rien fait, puisque je vous rappelle que le plus grand master franchisé d'Auchan, le groupe familial Chiver d'Avalon, 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires, nous rejoint en 2025. Le groupe Migros France, des gros magasins au bord de la frontière suisse, aujourd'hui à l'enseigne Migron, deviendront Hyper U et Super U au 1er janvier prochain. Donc on agit nous aussi pour bouger sur le marché. En même temps, vous avez vu les difficultés sociales que rencontre Alexandre Bompard à la tête de Carrefour, justement parce que en fait, il veut suivre un peu ce modèle des indépendants, il veut franchiser des Carrefour et que les salariés disent non parce qu'à ce moment-là, on ne bénéficie plus du même régime social qu'avant. Donc ça veut dire que votre système est beaucoup plus dur socialement que les autres, qu'un modèle centralisé. Mais ça n'a rien à voir. En fait, la location-gérance qui est pratiquée, c'est une espèce de Canada Dry de la vraie coopération et de la vraie indépendance. Nous, si vous voulez, nos patrons sont vraiment indépendants de A à Z, propriétaires de tout, de leur immobilier, de leur fonds de commerce, etc. Ouais, Carrefour s'inspire de ce modèle. Fait du Canada Dry. Non, je vous reprends votre expression. Carrefour fait du Canada Dry. C'est du Canada Dry de l'indépendance, absolument. Et donc, si vous voulez, tant que les conditions ne sont pas 100% les mêmes que les nôtres, ça ne peut pas fonctionner de la même façon. Et il y a des insatisfactions qui sont exprimées. Mais ça, je ne suis pas dans les détails. Juste quand même. Les centres Leclerc qui ont eu la plus grosse amende, alors c'est en première instance, parce que pour non-respect, 38 millions d'euros, pour non-respect de date butoir de négociation commerciale. J'ai vu ça. Centrale d'achat Eurelec européenne. Ça vous inspire quoi? Un petit sourire en coin, Dominique Schelfer. Mais non, mais ça nous inspire que nous sommes aussi, nous, membres d'une centrale européenne. Et des 3 centrales européennes qui concernent le marché français, nous sommes la seule qui a repris les éléments de la loi française au niveau européen. Et nous nous sommes engagés, et c'est écrit et c'est signé, à respecter la date butoir. Nous avons été contrôlés derrière. À l'heure où je vous parle, nous n'avons pas été sanctionnés. Donc ça veut dire qu'on a respecté la loi française, y compris au niveau européen. Et c'est ce qu'on voulait chez U par rapport au monde agricole. Juste encore 2 questions, même s'il nous reste 3 minutes. Est-ce que la base de tout ça, toutes les difficultés ne viennent pas d'un point? C'est un problème de concurrence. C'est du reste que soulevait Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA des agriculteurs. Vous prenez le point de départ, 400 000 exploitations agricoles, du reste il y en avait 4 millions il y a encore pas si longtemps. 30 000 TPE, TPI, PME, PMI
donc à l'industrie agroalimentaire, puis vous arrivez en bout de chaîne, il y a 3 centrales européennes, il y a 5 centrales d'achat en tout. Donc on voit bien que même si tout ne dépend pas de ces centrales d'achat, il y a un vrai problème de concurrence. Alors, donc il faut casser ce modèle des centrales d'achat. Mais pas du tout. Bah si. Mais non, pourquoi il ne faut pas le casser? Les prix en France sont 6,5% plus chers que les prix alimentaires en moyenne en Europe. C'est pas moi qui dis, c'est 60 millions de consommateurs du mois de juin. Donc les centrales européennes, elles servent aussi à quoi? Uniquement en face des 40 gros industriels, à aller chercher aussi du pouvoir d'achat pour les Français et faire en sorte que le prix qui est vraiment pas cher, par exemple en Allemagne, on retrouve le même en France. Et je peux vous dire, mon magasin est au bord de la frontière allemande, j'en sais quelque chose. Donc c'est aussi pour du pouvoir d'achat. Ça ne concerne pas les petites entreprises, ça concerne des mastodontes dont nous savons, l'agriculture française. Dont nous savons aujourd'hui, puisqu'on a leurs résultats, qu'elles ont un peu quand même profiter de cette période inflationniste pour reconstituer leurs marges et leurs résultats. On le sait, on a les résultats sous les yeux et vous les commentez ici aussi. Donc voilà. Ça se fait un peu sur le dos de l'agriculture française aussi parfois. Mais voilà, mais c'est pour ça qu'il y a une loi qu'on respecte, y compris dans notre centrale européenne. La date butoir, le respect des matières premières agricoles, etc. Donc c'est possible de faire différemment. Allez, on va finir sur une touche positive, même si c'est à consommer avec modération. Top départ des foires au vin, c'est toujours au mois de septembre, toujours un grand moment, un grand rendez-vous. Tout à fait. En plus, pour vous, c'est très important, les foires au vin. Ah, je peux vous donner un chiffre. Je peux vous donner un chiffre. Sur 15 jours, ça représente 7% de notre activité vin de l'année. C'est quand même spectaculaire. Ah oui. On a 650 produits proposés à nos clients cette année. Et je peux vous dire que dans ces 650, il y en a 45 qui sont vraiment des pépites dont il faut aller profiter à tous les prix. Et je pense notamment à un crément d'Alsace millésimé 2020, 8,90 €. Ça sent le favoritisme. Ah, c'est une offre à ne pas rater. Et ça, c'est à partir de quand chez vous? Et c'est à partir de la dernière semaine du mois de septembre chez nous. On arrive toujours en dernier. On attend un peu que la paye du mois de septembre arrive et ça booste toujours nos foires au vin. Vous pensez que la date du butoir vont pouvoir vraiment commencer mi-novembre? De toute façon, les négociations commenceront. Maintenant, sous quel régime? Probablement celui de l'année précédente. Donc ça va commencer, mais voilà, sans les avancées qui ont été trouvées. Merci beaucoup. Merci à vous, Edwige Chevrillon. De nous voir, président des coopératives, de la coopérative U. On a compris le message. Merci, puis bonne foire au vin.